ceux qui sont alors présents en physique à mon côté et tous ceux qui sont loin derrière l'écran. Donc effectivement, je vous propose quelques réflexions autour de l'impact de la crise du Covid et plus particulièrement du confinement sur un certain nombre de dimensions du travail et de l'emploi. Et en fin de mon intervention, un certain nombre de questionnements sur la période dont nous ne sommes pas encore sortis, mais qui est quand même l'hypothèse de sortie de cette crise et des conditions, des traces éventuelles qu'elle peut laisser et des conditions sur lesquelles il faudrait veiller. Alors mon premier point, c'est un peu quelques paradoxes, je dirais, quelques questions qui nous ont été révélées par la crise du Covid, crise dont nous ne sommes pas encore sortis, bien sûr. Et je voudrais faire ça avec, comment je dirais, une certaine modestie, en laissant de la place au doute. Cette crise est quand même une crise inédite évidemment dans son ampleur, mais d'un point de vue économique, du point de vue du marché du travail, etc., inédite en ce sens qu'il ne s'agit pas d'abord d'un déclenchement économique, mais bien de ce que l'on appelle un choc exogène, en l'occurrence le choc du Covid lui-même, et ce choc qui va se répercuter sur toutes les dimensions de l'activité économique. On est quand même dans une situation, à la fois sanitairement, mais aussi économiquement, que je pourrais qualifier d'incertitude radicale. Donc on tâtonne dans l'analyse, on tâtonne dans les hypothèses, comme on tâtonne sur les questions sanitaires. Et par ailleurs, évidemment, au jour où je parle, on manque de recul. On manque parfois aussi de chiffres, parce qu'il faut reconnaître que malgré tous les efforts qu'ont fait les instituts de la statistique, je pense entre autres à l'énorme travail qu'a fait l'INSEE, eh bien, il y a des enquêtes habituelles qui n'ont pas pu avoir lieu, et on a des trous dans les données. Et puis surtout, on est dans un univers qui est encore extrêmement fluctuant. Alors vous entendez régulièrement commenter « Oh, ce mois-ci, le PIB a augmenté de 5%, ce qui ne veut rien dire si on compare au mois précédent où il avait chuté de 30%. » Donc tous ces chiffres des plus, des moins, calculés sur un mois, sur 2 mois, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais vous prendre juste un autre exemple. On est dans une période où, s'agissant des dispositifs d'aide aux jeunes, ce qu'on appelle la garantie jeune, alors là, cette année, la garantie jeune est en train d'augmenter très significativement. Oui, mais l'an dernier, les missions locales pour l'emploi ont été fermées ou en activité extrêmement réduite pendant plusieurs mois, et donc la garantie jeune s'était effondrée. Donc, même en comparant nos données 2021 aux données 2020, ça ne veut pas dire grand-chose. D'où la nécessité au maximum, mais ça on ne saura le faire que dans quelques mois, je l'espère de quelques mois, de lisser un peu tout ça, et de repartir sur des analyses qui prennent en compte, par exemple, où on en était en 2019. Voilà, alors ces précautions étant prises, l'une des choses qui frappe dans ce qui s'est passé, notamment lors du premier confinement, c'est la façon dont la crise a été, je dirais, le révélateur de l'utilité sociale des métiers les moins bien payés. Ce qui nous a fait tenir pendant cette période, et encore aujourd'hui, ce sont les métiers de la santé, les métiers de l'alimentation, les métiers de la logistique, bref, ce sont de vrais premiers de cordée.
c'est un flagrant démenti, je dirais, au monde de la Macronie. On les a applaudis pour certains, mais pour autant, force est de constater que cette reconnaissance de l'utilité sociale fondamentale de ces métiers n'a pas entraîné de revalorisation significative. Certes, il y a eu les primes pour les soignants qui ont été accordées, un certain nombre d'entreprises ont accordé les primes Macron, mais sur le fond, ça n'a rien changé, je dirais, à la distribution de la hiérarchie des salaires. Alors, sur le même ordre d'idée de ce questionnement sur l'utilité sociale, il y a eu un petit phénomène particulièrement intéressant, je pense, pour qui réfléchit au rapport entre valeur travail, utilité sociale. Ce petit phénomène, c'est la prise en charge par le biais de l'assurance maladie de la situation des parents qui étaient obligés de garder leurs enfants à domicile. Et là, on est devant un effet révélateur qui est que garder les enfants, c'est un vrai travail d'utilité sociale et que ce vrai travail d'utilité sociale a été à la marge, mais quand même partiellement reconnu, mis en évidence dans cette période de crise. Donc je crois que là, il y a vraiment matière à réfléchir autour de ces enjeux de salaire, de hiérarchie des salaires et d'utilité sociale, tel que tout ceci nous a été révélé dans la crise. Deuxième élément sur lequel je voudrais un peu insister, c'est la question des inégalités. Alors là, vraiment, il faut attendre que les choses soient stabilisées, que nous ayons en cumul, je le disais, sur 2 ou 3 ans, comment ont évolué effectivement le revenu des ménages et éventuellement le revenu de nos amis les capitalistes. Ceci étant, on a quand même quelques indicateurs qui sont assez convergents, qui montreraient que malgré le filet social ou les filets sociaux qui ont été mis en place dans cette période, on est sur une poursuite, je dirais, de l'accroissement des inégalités. Alors, pour prendre 2-3 chiffres ou 2-3 idées, si vous regardez les ménages qu'on appelle du décile inférieur, donc ceux qui gagnent le moins, aussi bien en termes de revenus salariaux que de prestations sociales, etc., 40% des ménages de ce décile inférieur disent avoir rencontré et rencontrer encore des difficultés financières accrues. Plus vous montez vers les déciles supérieurs, moins on a d'écho de cette question des difficultés financières. Les indicateurs dont on dispose en termes de revenus des ménages montrent que, a priori, ce revenu des ménages, revenu net, a connu une baisse au deuxième semestre 2020. Vous avez, on en entend parler, les données des banques alimentaires qui témoignent effectivement d'un accroissement manifeste de la pauvreté et d'un recours croissant à ces banques alimentaires. Et on peut aussi regarder ce qui se passe autour du RSA, du revenu de solidarité active, qui a connu une hausse très nette entre 2019 et 2020, avec moins de sorties du RSA, ce qui se comprend. On est dans un marché du travail complètement gelé, les gens ne trouvent pas de boulot, voire même le perdent, moins de sorties du RSA et plus d'entrées dans ce RSA. Et vous avez le même phénomène si vous regardez l'allocation spécifique qui est accordée aux chômeurs en fin de droit. Cette allocation spécifique, le nombre de bénéficiaires de cette allocation a augmenté significativement, et là encore à peu près pour les mêmes raisons, c'est-à-dire des gens qui ont connu une fin de droit
sans aucune perspective d'emploi et qui basculent sous ce régime de l'allocation spécifique. Donc, tout un ensemble d'indicateurs qui tentent à montrer que, quoi qu'en disent certains, le filet social a bien fonctionné, etc., etc., nous sommes quand même dans une logique d'accroissement, je dirais, de la pauvreté des déciles les plus bas et probablement donc d'accroissement d'ensemble des inégalités. Ça m'amène à aborder la question du chômage. Alors, on a connu pendant cette crise le processus, je dirais, classique, qui est la réduction drastique de tout ce qui sont les emplois de courte durée. L'effondrement de l'intérim, l'effondrement des CDD courts d'un mois, de moins d'un mois, de moins de 3 mois, qui n'ont pas été renouvelés. Je dirais que là, c'est un processus tout à fait classique que l'on connaît dans la plupart des crises économiques, où le processus de contraction de l'emploi et les pertes d'emploi commencent d'abord par les marges, avant ensuite de toucher le cœur. C'est pas totalement étranger à ma question sur les inégalités, parce qu'il se trouve que ces emplois d'intérim, de CDD, de courte durée, etc., concernent souvent des bas salaires et concernent aussi de façon significative les jeunes. Ce sont les petits boulots qui permettent aux étudiants de tenir, les petits boulots qu'une fraction notable des jeunes trouvent en sortant de leurs études et dans l'attente d'un emploi plus stable. Donc, on voit bien que la population jeune, à travers ce phénomène, a été touchée significativement par cette contraction de l'emploi, cette espèce de gel finalement, on pourrait presque utiliser ce mot-là, cette espèce de gel du marché du travail. Et en même temps, on a une situation étonnante parce que, alors, à plus ou moins 0,5%, mais en gros, sur toute la période, le taux de chômage, au sens de la définition du Bureau international du travail, est resté à peu près stable. On aurait pu s'attendre à une explosion du chômage, ça n'a pas été le cas. Alors, il y a, pour comprendre ce phénomène, l'effet du chômage partiel, mais ça je vais y revenir dans la deuxième partie de mon exposé. Il y a aussi le fait que si le chômage défini au sens strict, personnes enregistrées, cherchant un emploi, etc., si ce chômage-là n'a pas beaucoup évolué, par contre, ce qui est à la périphérie, ce que les statisticiens de l'INSEE appellent le halo du chômage, c'est ce halo du chômage, lui, a considérablement augmenté. Et on trouve dedans des gens qui n'ont plus eu de démarche active de recherche d'emploi. On appelle ça souvent des chômeurs découragés, mais pour autant, ils sont toujours au chômage. Enfin, ils sont toujours, plus exactement, sans emploi, même s'ils ne sont pas indemnisés. Donc, si on rajoute ce halo du chômage, cette notion de demandeurs d'emploi découragés, on a quand même là une hausse significative liée à toutes les pertes d'emploi que j'évoquais, de l'intérim, des petits boulots, mais liée aussi déjà à une certaine contraction du noyau dur de l'emploi, avec ces vagues de fermeture, de plans sociaux que l'on n'a pas trop vu dans la première période du confinement, mais que l'on sent pointer de plus en plus. Alors, je voudrais, en deuxième partie, je dirais, de cet exposé, revenir sur, faire un zoom sur ce qu'on peut appeler deux innovations
La première, je viens de l'évoquer, c'est l'indemnisation du chômage partiel, ou l'indemnisation de l'activité partielle. Alors ce processus, cette indemnisation, elle existait dans la panoplie, je dirais, traditionnelle de la politique de l'emploi, mais curieusement en France, elle était très peu utilisée. Alors, elle avait mauvaise presse du point de vue du gouvernement, elle n'était pas non plus nécessairement très attractive pour les employeurs, et sur ce point, la France se distinguait, par exemple, de l'Allemagne, où l'un des premiers éléments de politique active de l'emploi, c'était le recours au chômage partiel. Donc on a là une nouveauté considérable, hein, puisque dans le pic du premier confinement, vous avez eu environ 8 millions de salariés qui sont passés par l'indemnisation par le chômage partiel, ce qui représente quand même, alors 8 millions de salariés, ils n'étaient pas tous à temps plein, etc. Ça représente pas loin de 5,5 millions d'équivalents temps plein. J'aurais presque pu dire en rigolant, tiens, on a eu 8 millions de fonctionnaires nouveaux, payés sur des fonds publics, enfin plus exactement payés sur les cotisations sociales qu'avaient cotisé tous ces salariés. Alors c'est une indemnisation qui était à faible coût pour l'entreprise, c'est une indemnisation qui signifiait une perte importante quand même de revenus, mais relativement confortable, hein. 87% du salaire, c'était loin d'être négligeable, en tout cas c'est une indemnisation meilleure évidemment que l'indemnité chômage par exemple. Alors on est revenu à un niveau plus bas, hein, il y avait 2,3 millions de bénéficiaires de cette aide en novembre de l'année dernière, les chiffres nouveaux je ne les ai pas là sous la main. L'une des questions c'est est-ce que cet outil de la panoplie, je dirais, des mesures pour l'emploi va demeurer ou ne va pas demeurer? Est-ce que, in fine, le gouvernement va considérer que c'est trop coûteux? Est-ce qu'on peut aussi considérer que c'est peut-être un cadeau trop fort aux entreprises? En tout cas, il y a une interrogation sur l'évolution possible ou potentielle des outils de politique de l'emploi. Deuxième zoom, deuxième innovation, si je peux dire, sur lequel je voudrais m'arrêter un tout petit instant, c'est le télétravail à domicile. Le télétravail à domicile, télétravail contraint, télétravail mis en place dans l'urgence, notamment lors du premier confinement, télétravail qui, lui, non plus, pas plus que les mesures de chômage partiel, n'était fortement développé avant en France. Il l'était plus, par exemple, dans les pays du Nord. Alors on a travaillé un peu là-dessus dans mon laboratoire. Moi j'ai utilisé la formule, faut mesurer, hein, lors du premier confinement, en 3 jours, c'est 5 millions, c'est le grand déménagement. C'est 5 millions de salariés qui en quelques jours passent du bureau au domicile. Dans des conditions précipitées, dans des conditions mal préparées, personne n'anticipait cela, et quand même ce grand déménagement, je dirais qu'il s'est fait, alors je ne vais pas dire sans souffrance, mais il s'est fait avec une relative fluidité. Donc là, ça doit nous interroger sur qu'est-ce qui a permis et qu'est-ce qui permettra éventuellement la stabilisation ou un usage plus important du télétravail. Dans les travaux, dans les hypothèses qu'on a avancées, il y a des choses qui tiennent à la transformation du travail en entreprise
et donc la généralisation du travail sur écran. Il y a le développement que j'appellerais celui des technologies de la mobilité, et notamment l'usage du téléphone portable. Il y a des formes organisationnelles dans l'entreprise qui mettaient déjà l'accent sur la mobilité interne du salarié dans la boîte. Le poste fixe dans les grands open space de bureau, c'est quelque chose qui reculait déjà. Des administrations, on a travaillé par exemple sur Pôle emploi, était en train de passer à un système où il n'y avait plus de bureaux nominalement attribués à tel ou tel. Donc des éléments, je dirais, technologico-organisationnels étaient déjà en filigrane et permettent de comprendre un peu cette espèce de fluidité. Alors, fluidité, je l'ai dit, ça ne veut pas dire sans... Alors, pardon, dernier élément de la fluidité, c'est en miroir du bureau, le taux d'équipement à domicile des Français, plus de 80% aujourd'hui avec une connexion Internet. Donc il y a une espèce d'effet miroir entre le bureau et le domicile. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout ceci s'est fait sans difficulté, sans souffrance. La souffrance de l'isolement profond, notamment dans le premier confinement. Le sentiment pour un certain nombre de ceux que nous avons par exemple interrogés, le sentiment d'avoir travaillé beaucoup plus, de façon plus intense, des réflexions à avoir sur l'articulation vie personnelle, vie professionnelle, rendue différente et plus difficile lorsqu'on travaille à domicile. Et puis on voit bien que tout ceci a pu avoir un coût pour le salarié, ne serait-ce que la mise à disposition gratuite de sa connexion à l'entreprise, sans que nécessairement toute la partie matérielle ait été vraiment prise en charge. Et on a des travaux qui aujourd'hui commencent à interroger notamment les risques de troubles musculo-squelettiques liés à la mauvaise position devant l'écran à domicile, à l'absence de siège ergonomique, etc. Tout ceci pour dire que il me semble, à titre d'hypothèse, que là il y a un effet cliquet, c'est-à-dire un peu un effet d'irréversibilité, et que je pense que on ne reviendra pas vraiment en arrière sur la question du télétravail. Il y aura un nombre conséquent de télétravailleurs. Les modalités, par contre, vont probablement évoluer, et ça pose la question de toutes les formes de régulation à mettre en place dans l'entreprise, et donc de la nécessité des accords d'entreprise sur la mise en œuvre du télétravail et de l'attention apportée aux questions sanitaires, je dirais, dans le cadre du travail à domicile. Voilà, ça c'était pour deux innovations qui me semblent importantes et intéressantes de mentionner et sur lesquelles les choses sont ouvertes, hein, il faudra réfléchir, travailler. Et je voudrais dans cette troisième partie d'exposé, je voudrais poser la question, et maintenant, quels sont, je dirais, les risques de mauvais coups à la sortie de cette crise. Alors on entend dire, plus rien ne sera comme avant, etc., etc., certes, plus rien ne sera comme avant, mais je ne vois aucun indicateur que
la financiarisation de l'économie se réduise. J'aurais même tendance à dire qu'elle est en train de s'accélérer, sous l'effet notamment du grand volume de liquidités qui ont été injectées. Il n'y a qu'à voir les coups boursiers, les batailles de crocodiles, Veolia Suez, TF1 M6, etc. Pour l'instant, moi, je ne vois pas d'indicateur de changement majeur. Je vois plutôt des indicateurs de continuité dans ce qui étaient les mauvais coups d'avant. Et là-dessus, donc, il y a vraiment des points de vigilance à avoir. On discute beaucoup de l'état d'urgence sanitaire, de la sortie de cet état d'urgence, du contrôle par le Parlement. Alors, ce que l'on oublie un petit peu, ou ce qui n'est pas tout à fait évident, c'est que dans l'état d'urgence sanitaire, il y a eu des mesures dites d'urgence touchant aux questions du travail et de l'emploi. La possibilité d'augmenter la durée du travail hebdomadaire à 12 heures. La possibilité d'augmenter la durée hebdomadaire à 60 heures. La réduction significative des délais de consultation du CSE, notamment dans le cadre, par exemple, de la mise en œuvre des plans sociaux. Des facilités plus grandes accordées au patronat pour lever, je dirais, l'interdiction du travail du dimanche et pour imposer des prises de congés, je dirais, au choix de l'employeur. On a donc là un ensemble de mesures prises par ordonnance, inscrites explicitement au nom de l'état d'urgence sanitaire. On sait ce qui se passe souvent pour les mesures prises au nom de l'état d'urgence, par exemple dans le domaine sécuritaire. On sait que souvent, à la sortie, on oublie de passer la gomme sur ces mesures. Et là, je pense qu'il y a vraiment un point de vigilance sur ce qui va se passer, sachant que je n'entends pas du côté, en tout cas, de notre ministre du Travail et du gouvernement, d'éléments qui remettent en cause, je dirais, le credo libéral et le credo de la nécessaire flexibilité, entre guillemets, du marché du travail. Autre point de vigilance, là on est encore un peu dans le flou, ça va être évidemment la dynamique des restructurations, des fermetures et cette fois-ci des suppressions d'emplois, suppressions nettes d'emplois. On peut certes espérer la relance, encore que relance ça ne veut pas dire grand-chose si on n'intègre pas les enjeux écologiques par exemple, mais le plus probable, c'est quand même qu'on assiste à des vagues de fermeture qui ont été décalées, qui ont été, j'ai utilisé le mot gelé tout à l'heure, gelées pour partie freinée par l'existence du prêt garanti par l'État, mais les cafés, les restaurants, les hôtels, le transport, le tourisme, la culture, tout ce qui a été fermé le plus longtemps, ça risque d'être douloureux, je dirais. Et puis alors, dernier point pour terminer cet exposé, et toujours sous la rubrique des points de réflexion et de vigilance, il y a toujours deux réformes phares de la Macronie qui sont dans les tuyaux. Et dans un contexte pré-présidentiel, avec un tropisme à droite renforcé, on peut penser que ces deux mesures, elles vont ressortir. Alors bien sûr, il y a la réforme des retraites.
on en parle encore, en sourdine. Elle n'aura probablement pas, je dirais, les ambitions très rudes qui étaient celles des batailles et de la période de grève et de lutte qu'on a connue, mais on commence à entendre un petit bruit disant ah ben on va se lancer dans une réforme de la grande dépendance, du coup il faudra des sous, et s'il faut des sous, ben, il faudra travailler plus pour compenser le déficit de l'assurance chômage, déficit qui a été pour partie augmenté du fait que c'est à l'assurance chômage que l'État a fait financer toute une série des dépenses pendant la crise. Donc là, il y a ce truc-là sur lequel il faut veiller. Et puis surtout, celle-là, alors là, elle est encore, comment je dirais, à l'étendard. C'est la réforme de l'assurance chômage. Vous vous souvenez que, au nom, là encore, de la flexibilité nécessaire, etc., au nom de cette représentation, comment je dirais, totalement idéologique, que les demandeurs d'emploi qui alternent entre des petits boulots et de l'indemnisation sont des profiteurs, des optimisateurs, une réforme de cette situation était annoncée, dont les conséquences, telles qu'elles ont pu être mesurées, sont très très dures, puisque selon les estimations de l'UNEDIC, selon les diverses moments, parce que la réforme elle a bougé, mais grosso modo, ça risquerait de concerner entre 1 million et 1,5 million demandeurs d'emploi qui verraient leurs indemnités baisser au moins de 20%. C'est donc un gros coup de bâton sur la partie la plus fragile de ces demandeurs d'emploi, et un gros coup de bâton, je dirais, guidé complètement par l'idéologie macronienne. Finalement, c'est la même idée que t'as qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Hein. C'est la version assurance chômage de la petite phrase de Macron. Donc là, il y a eu un stop pour raison de Covid, je dirais. Elle a été mise temporairement de côté. La ministre du Travail a pris une grande baffe parce que le Conseil d'État a jugé que la première mouture de la réforme était inconstitutionnelle, ni plus ni moins. Il y a une deuxième mouture, pour qui est lecteur du Canard enchaîné, pas plus tard qu'hier. Cette deuxième mouture, elle semble poser à nouveau le même type de problème qui est d'inégalité de traitement entre les demandeurs d'emploi. Donc on ne sait pas comment ça va évoluer, mais ce qu'on sait quand même, c'est que là-dessus, la ministre du Travail, Macron, sont très déterminés. 30 minutes. C'est tout bon. Très très déterminés, et pour l'instant, ils nous annoncent toujours que dès qu'on va sortir de conditions, etc., peut-être au 1er juillet prochain, la réforme se mettrait en place. Alors certes, la même réforme serait susceptible un jour, peut-être, de taxer un peu plus les employeurs qui abusent de tous ces contrats courts. Mais ça, c'est une taxation extrêmement marginale, qui ne concernerait que quelques secteurs d'activité, et qui, en tout état de cause, on donne le coup de bâton tout de suite sur les demandeurs d'emploi. Pour les employeurs, ce serait peut-être 2023. Donc,
Bah, c'est un drôle de en même temps. Un en même temps qui ne me semble pas particulièrement équilibré, je dirais. Bon, voilà pour ces quelques réflexions que je voulais partager avec vous en laissant un peu de temps aux questions qui peuvent venir par le chat. Bon, c'est un peu éparse, mais c'est aussi l'état de ma réflexion et l'état de ma connaissance. Merci beaucoup, Philippe. Je vais passer maintenant la parole à François, qui va interpréter, se faire l'interprète de vos interventions. À toi, François. Oui, je suis dehors, j'espère que le bruit des voitures qui passent ne gênera personne. Une première question qui est plutôt un questionnement sur le Covid en tant que facteur exogène de la crise. Est-ce que cette crise n'a pas été tout simplement fabriquée? Je te propose plusieurs questions comme ça. Je réponds d'abord à celle-là. Non, je pense qu'on peut en prendre 2 ou 3 et puis... On donne une autre. Oui. Il y a une question sur le télétravail. L'exposé a indiqué que les travailleurs pensent avoir travaillé à domicile plus qu'ils ne le faisaient au bureau. Est-ce que cela se mesure, notamment en termes de compétitivité? On peut donner l'exemple du cas de l'éducation, où le télétravail a effectivement augmenté le temps de travail, mais aussi la désorganisation des horaires, avec des gens qui travaillent tard le soir, la nuit, etc. Alors que l'efficacité de l'enseignement est loin d'être prouvée en cas de télétravail. J'ai encore une autre question sur l'ubérisation. De quelle façon cette crise a permis d'augmenter le champ de l'ubérisation dans le secteur? Tu réponds à ces 3 questions? Eh ben, je vais essayer. Hein. Alors, la première, la crise du Covid exogène. Alors, je ne vais pas me prononcer ici sur l'origine sanitaire de la pandémie. Vous suivez comme moi les différents travaux, les enquêtes, les polémiques au sein de l'OMS, etc. Je pense qu'il est trop tôt aujourd'hui pour se prononcer. Ce qui est quand même, je crois, me semble-t-il assez clair, c'est que même s'il y avait eu erreur humaine, nous ne sommes pas dans ce que nous veulent nous faire accroire tout un ensemble de groupuscules complotistes, souvent d'ailleurs fortement ancrés à l'extrême droite, disant ça a été voulu, ça a été introduit, c'était un complot, etc., etc., etc. Moi, je n'y crois pas. Je demande à voir dans quelles conditions ce charmant Covid a pu émerger. Ce qui est sûr, c'est que la rapidité de sa diffusion a là clairement à voir avec la mondialisation. Ça, il n'y a pas d'hésitation possible. Il y a un lien entre extension de la pandémie, rapidité et toutes les impasses, je dirais, de la mondialisation. Alors ceci étant, quand j'ai utilisé le mot exogène, c'est pour bien marquer quand même la différence entre, par exemple, la crise financière des subprimes, où là nous sommes dans une crise qui émerge à l'intérieur du système économique, qui émerge dans la logique de la financiarisation, alors que là, même s'il y a évidemment, je l'ai dit avec la mondialisation, des rapports assez directs entre les deux, non, le choc il est exogène.
Le choc, je dirais, par certains aspects, allez, le tsunami et Fukushima, le tsunami, c'était un choc exogène. Donc, il y a une origine extérieure. Que cette origine extérieure comment je dirais, entraîne très immédiatement tout un ensemble de dérèglements qui font qu'on est aujourd'hui dans une crise qui est d'une ampleur une crise économique, qui est d'une ampleur bien supérieure à celle de 2008, ok. Mais on n'est quand même pas sur la même logique de départ, je dirais. Le télétravail, la compétitivité, l'efficacité. Alors pour l'instant, je ne saurais pas répondre par de la preuve, par de l'évidence, par exemple statistique. Les interviews, les enquêtes qui ont été faites, y compris celle à laquelle j'ai participé, montrent que la plupart des gens ont eu l'impression d'avoir une intensité de travail souvent supérieure à celle qu'ils connaissaient au bureau. Avec, on ne se décroche pas de l'écran, désolé, non, je ne fais pas de pause café. Donc l'intensité vécue du travail semble avoir été pour beaucoup d'entre eux supérieure à ce qu'ils avaient au bureau, y compris quelquefois, c'est assez paradoxal, grâce à la quiétude du domicile. Nous avons rencontré, interviewé des salariés, enfin interviewés par téléphone, on ne les a pas rencontrés, en plein premier confinement, qui nous disaient mais quel bonheur de travailler chez soi et pas autour de la marguerite à 8, avec le boucan qu'il y a autour, avec les dérangements systématiques, etc. Là au moins je peux me concentrer. Donc on a eu ça. On a eu le discours qui va avec d'ailleurs, qui est le sentiment croissant d'épuisement. Ça, là on a des enquêtes un peu plus solides sur des échantillons plus nombreux que ceux que moi j'ai travaillé et rencontrés, où un certain nombre de salariés disent mais on sort de là épuisé. Épuisé, particulièrement pour les femmes, par la double charge du travail à domicile et une charge notamment dans le premier confinement, avec les enfants à la maison, avec un partage des tâches ménagères qui n'avait pas beaucoup évolué, sauf qu'il fallait faire le repas pour 4 personnes à midi et pas pour une seule. Enfin bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de productivité? Compétitivité, là je ne sais pas, parce que compétitivité, ça voudrait dire qu'on regarde exclusivement le segment compétitif de l'économie. Productivité, oui, je suis. On a tout un ensemble, si on peut appeler ça productivité dans l'enseignement, on a effectivement un ensemble d'indicateurs qui montrent que ça a été difficile. On a des indicateurs qui montrent que, à nouveau en termes d'inégalité, c'est évidemment dans les familles les plus modestes que les difficultés de connexion à Internet ont été les plus fortes, que l'équipement était le plus problématique, et que le suivi parental était lui aussi le plus difficile. On sait que, j'ai pas de chiffres là, mais que ce qu'on appelle les décrocheurs, il y a eu plus de décrocheurs en 2019-2020 et probablement en 2020-2021 qu'avant. Donc oui, il y a des dégâts incontestables. En même temps, je ne fais pas du macronien, un certain nombre d'études montrent que finalement, il n'y a pas eu
il n'y a pas, dans un certain nombre de cas optimistes, je dirais, et ben finalement on produit aussi bien à la maison que ce qu'on produisait en entreprise. On a quelques enquêtes, et moi j'en ai rencontré, sur des managers qui avaient coutume de passer leur temps en management immédiat avec leur équipe autour de la table, etc., qui s'inquiétaient énormément, parce que ce mode de management autoritaire, direct, etc., il est bien ancré, qui s'inquiétaient énormément de savoir qu'est-ce qui allait se passer, et qui, in fine, au prix d'une adaptation de leur propre mode de management, disent mais les gens ils travaillent chez eux. Les gens ils travaillent. C'est pas des tirs au flanc. Donc voilà. Alors l'ubérisation, il est incontestable, me semble-t-il, que cette crise accélère. Alors je ne vais pas dire l'ubérisation dans un premier temps, je vais dire la dématérialisation du travail. Autrement dit, quand je parlais du travail à domicile, du télétravail à domicile, toute une série d'entreprises qui n'étaient pas encore à ce qu'on appelle le zéro papier, elles s'y mettent, et elles s'y mettent vite. Donc on rentre dans une logique, alors je ne parle pas évidemment, puisque nous sommes toujours dans les inégalités catégorielles, je ne parle pas de la production industrielle et des ouvriers, on assiste à une accélération, me semble-t-il, de la dématérialisation. Que vous voyez aussi à travers le développement de tout le commerce par Internet, et donc alors de la partie clic, pas de la partie collecte, puisque le collecte, il faut le faire. Donc ça pousse dans ce sens de dématérialisation. Ça pousse effectivement à la transformation ou à l'expansion d'un certain nombre de métiers. Donc effectivement, le profil du livreur à domicile, oui, aussi bien pour ce qui est de la partie nourriture que pour ce qui est de la commande sur Internet, etc. D'ailleurs, Amazon se tire très très bien de toute cette période avec des profits qui n'ont jamais été aussi élevés. Donc il y a un déplacement effectivement vers des formes cette fois-ci, alors appelons-les d'ubérisation, qui sont probablement là aussi, j'ai utilisé le mot effet cliquet, un peu irréversible. Alors derrière ça, l'enjeu quand même de l'ubérisation, parce que c'est de ça qu'on traite, c'est aussi l'enjeu de la décomposition de la forme traditionnelle du salariat au profit de l'auto-entrepreneur, de l'indépendant ou du faux indépendant, et derrière ça, de conditions de rémunération et de travail qui sont pour le moins discutables. Pour l'instant, cette tendance, elle existe. Ce qui me semble intéressant de voir, c'est que malgré la période de crise, on a vu un certain nombre de mouvements de résistance. Des grèves de livreurs, Uber ou autres, des formes de réorganisation en coopérative, et aussi des formes de résistance assez paradoxales, je dirais, sur le plan législatif, c'est-à-dire dans des pays aussi libéraux que la Grande-Bretagne ou que les États-Unis, des requalifications de ces faux indépendants
en salariés. Donc il y a un mouvement, et là il y a une bataille qui est aussi une question de rapport de force, hein. Une question qui interroge aussi le consommateur sur comment il se comporte sur ces enjeux-là. On verra, hein. On verra. Je ne lis pas dans le bar de café. Je n'ai pour l'instant pas d'autres questions. Il y a quelques commentaires qui sont sur le chat d'ailleurs à ce que tu as dit. Et tu as répondu aussi, il me semble, un petit peu sur la fin de ton intervention, à une interrogation qui n'était pas directement liée à la crise que nous vivons, qui était sur le décalage par rapport à d'autres pays européens, sur la mise en place de travailleurs de statut et du travailleur Uber, en particulier pour le petit boulot de service. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Écoutez, pour l'instant, non. Ce que l'on sait, c'est que la question est posée, je dirais à peu près partout, hein. Elle est posée aux États-Unis, elle est posée en Grande-Bretagne, elle est posée dans la quasi-totalité des pays européens. Elle est posée, alors évidemment, pas tout à fait dans les mêmes termes, puisque il n'y a pas de... Comment je dirais ça? Il n'y a pas d'équivalence directe entre la forme droit du travail telle que nous la connaissons en France et celle telle que nous la connaissons par exemple en Grande-Bretagne. C'est pas les mêmes logiques, ce ne sont pas les mêmes registres de droit en quelque sorte. C'est pas non plus le même registre de droit que ce qu'on voit de façon dominante dans les pays du Nord, où là la dimension de négociation collective est particulièrement prégnante. Mais partout, il y a ces indices de tirage, de lutte, on peut dire ça comme ça, forts autour de la question travailleur indépendant, petit pédaleur infatigable, ou travailleur salarié. Alors évidemment, les Uber et autres résistent au maximum, n'hésitent pas à faire systématiquement appel dans les procès où quelqu'un a gagné et a vu sa qualité d'indépendant requalifiée en qualité de salarié. Cette requalification vient souvent de l'analyse juridique de différents facteurs dont l'existence, je dirais, d'un lien d'autorité et de contrôle direct sur la personne, qui est l'une des composantes qui qualifie la situation de salarié. C'est pas la seule, mais c'est l'une des composantes. Et on a vu effectivement un certain nombre de plateformes condamnées du fait que, à travers le contrôle de la course, le minutage de la course, etc., il y avait la preuve manifeste d'une autorité directe d'un employeur sur ce qui aurait dû être un salarié. En Grande-Bretagne, si je ne me trompe, alors là c'est très très compliqué, grosso modo ils ont, je dirais, deux statuts de salariés. Un statut qu'on appelle en anglais qui veut dire employé, mais employé ça peut être un ouvrier, et un statut de worker. Alors les workers, tel que moi je le comprends, parce que j'avoue que j'ai du mal à le comprendre, j'ai eu beau interroger je ne sais combien de fois mes collègues anglais, ils ne savent pas non plus m'expliquer bien. Mais les workers, c'était, si j'ai bien compris au départ, ces travailleurs qui étaient embauchés ponctuellement
par exemple dans le cadre par un agent de maîtrise pour former une équipe de maçons. Un peu aussi sur le modèle de nos dockers qui étaient employés à la journée, mais qui n'avaient pas les mêmes droits que sans les mêmes droits que le salarié traditionnel. Tel que j'ai compris les choses, en Angleterre, je ne sais plus lequel, si c'est Uber ou autre, vient de se voir condamné, je dirais, et ces livreurs ont été requalifiés en workers, donc une frange particulière du salariat. En France, il y a des... Je ne suis pas spécialiste du droit du travail, mais il y a des procès en cours. Quand j'entends, revenons à notre cher ministre du Travail, vous savez que j'aime beaucoup sur les questions de l'assurance chômage, vous l'avez compris, elle, évidemment, elle nous dit, mais vous voyez bien que tous ces gens qui sont à leur compte pour Uber ou autre, ils le souhaitent. Ils ne veulent pas de statut de salarié. Ça m'a l'air beaucoup plus complexe que cela, et on voit quand même monter le souci pour ces catégories d'un statut qui permette par exemple une véritable protection sociale. Une dernière question, je pense que ce sera la dernière, mais Denis le confirmera. C'est une question qui revient sur l'origine exogène de la crise. On revient au début du débat. Je te la propose telle qu'elle a été écrite. Que diriez-vous d'une crise qui serait restée dans son champ exogène d'origine, au lieu de déborder dès le premier jour dans les transformations de l'économie et de la société, dans la surveillance, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas si une crise exogène ne déborde pas, à vrai dire. Hein. De mon point de vue, je prenais l'exemple du tsunami et de Fukushima. C'est un bel exemple de débordement immédiat au sens presque physique du terme, hein, avec des répercussions dans toute la société et des répercussions par certains aspects mondiales, parce que c'est venu quand même sérieusement perturber l'industrie nucléaire. Et on ne comprend pas la sortie de l'Allemagne du nucléaire sans Fukushima, par exemple. Donc, évidemment, les crises exogènes dont je parle, elles débordent nécessairement, ou la crise exogène dont je parle déborde effectivement immédiatement sur l'ensemble de la société. Parce que elle impacte et elle touche immédiatement les questions de santé, mais derrière les questions de santé, elle impacte la question de la valeur que la société accorde à la vie. Parce que c'est quand même ça l'une des questions qui nous a été posée. C'est prima ou pas prima, je dirais, de la vie. Ça interpelle, ça interpelle de façon différente aujourd'hui ces enjeux par rapport, par exemple, à il y a 30 ans. On a eu, pour ceux qui s'en souviennent, moi j'étais encore étudiant à l'époque, c'était en 69 je crois, cette grippe qui s'appelait je sais plus quoi, la grippe de Hong Kong je crois d'ailleurs. Elle a fait 30 000 morts en France.
si vous regardez la presse, un entrefilet de ci, de là. Donc là, il s'est passé quelque chose qui tient aussi à des effets de mimétisme entre pays, qui tient évidemment à la rapidité de diffusion de l'information et des réseaux sociaux, qui tient à la grande trouille de certains gouvernements de se voir accusés de ceci et de cela. Donc, et si ça s'est passé de cette façon aujourd'hui, me semble-t-il, c'est aussi parce que, démographiquement parlant, on n'est plus du tout dans la situation de 69. Les classes d'âge les plus âgées sont plus nombreuses. L'espérance de vie a augmenté, je crois, de pas loin de 10 ans entre 69 et aujourd'hui. Et donc, l'idée d'un décès de maladie à 80 ans ou à 85 ans devient beaucoup plus insupportable qu'il ne l'était il y a 30 ans. Donc il y a des choses qui travaillent les valeurs de façon profonde, je dirais, et puis bien sûr tout ce qu'on a évoqué sur le plan de la déformation économique ou des déformations des logiques économiques qu'a impulsé la crise. Et reste à savoir où sera l'issue. Merci beaucoup Philippe pour cette passionnante intervention. Merci à